Alors oui, ce soir on va parler de la fatigue. Donc j'ai appelé cet atelier Mon ami s'appelle fatigue, en considérant que la fatigue, ça pouvait être une amie qui pouvait nous alerter parfois. On va voir ça tout de suite. Donc ce soir, on va voir, d'abord je vais commencer par me présenter, par présenter mon sport et mon action dans le coaching mental, la manière un petit peu dont je procède et les clients que j'ai. Ensuite, on verra la fatigue dans ses multiples dimensions pour bien comprendre tous les versants qu'elle peut prendre. La dimension de la fatigue qui va être notre sujet principal ce soir. Et puis ensuite, ce que j'ai appelé la gestion basique de la fatigue, c'est-à-dire comment gérer la fatigue au quotidien, les outils qu'on a, comment agir, qu'est-ce que c'est qui est connu, qui est utile et ce qu'il faut considérer. On prendra l'exemple d'une gestion d'une compétition de lutte qui comprend différentes phases avec des phases de combat, des phases d'attente, où il y a des particularités à gérer. Et dans la dernière partie, on verra ce que j'ai appelé la gestion de la fatigue avancée, où on verra 3 études sur la fatigue et un outil que je vous proposerai de découvrir, que j'ai testé dans ma pratique sportive, mais aussi dans mon quotidien, et qui je vous donnerai les bases en fait pour que vous puissiez l'adapter à votre quotidien, à vos besoins ou à vos sujets. Alors moi je vous propose qu'on soit à l'aise ce soir, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, vous ouvrez votre micro. Et puis bon, on s'arrête. Je m'occupe du temps, de gérer le temps, donc pas de souci là-dessus. N'hésitez pas si vous avez besoin d'éclaircissement ou d'apporter aussi votre témoignage. Voilà, on reste ouvert ce soir, on reste ensemble. Donc on va commencer les dames d'abord. Hein. On va présenter d'abord fatigue. Donc qui est fatigue? En fait, fatigue, c'est un petit doigt qui nous dit attention, si tu ne m'écoutes pas, je serai obligé de te confronter à des limites pour te protéger malgré toi. Alors, pourquoi j'ai choisi cette phrase? Parce que souvent, l'ambition qu'on peut avoir, les objectifs qu'on peut avoir, notre ego aussi, oriente notre attention vers ce qu'on veut et en oubliant parfois ce qu'on peut. Et la conséquence, c'est que notre partie consciente, hein, la volonté, elle part dans ses projets et elle oublie le corps, elle oublie les capacités physiques, les capacités physiologiques et énergétiques. Et donc la fatigue est obligée d'intervenir pour nous tirer un signal d'alarme et nous dire non mais là tu oublies que tu as un corps, tu oublies que c'est une enveloppe charnelle et qu'il faut considérer tes possibilités. Donc en fait on peut compter sur la fatigue pour nous protéger et réassocier à la fois les volontés qu'on peut avoir et les possibilités qu'on a. Et vous allez voir qu'elle est assez importante. Alors, pour me présenter, moi maintenant, je vais me présenter, je vais me couper en deux, avec d'une part ma pratique sportive. Donc, ça fait 30 ans que je fais du sport d'endurance. J'ai fait 10 ans de VTT. Je dirais à outrance, parce que je faisais des courses tous les week-ends. Je travaillais exactement à 66 km de mon travail. Et j'allais tous les jours au travail en vélo, je revenais en vélo. J'étais vraiment passionné par ce sport. C'était un vieux vélo en fer avec des dynamos parce que je partais à 4 h du matin et je rentrais à 20 h le soir. Voilà, j'ai toujours fait énormément de sport. Donc j'ai fait 10 ans de VTT. Ensuite, je travaillais dans l'industrie, mais le VTT m'a tellement passionné que j'ai créé un cadre, j'ai déposé un brevet. Je me suis lancé dans la fabrication de cadres, j'ai créé une marque. Et puis ensuite, j'étais obligé de changer de vie. Et du coup, je me suis dit, j'ai plus le temps de m'entraîner, donc je vais faire de la course à pied.
Et malheureusement, la course à pied que je faisais 1 heure de temps en temps est passée à des 50 heures par semaine. Et j'ai plongé donc dans le monde de l'ultra-trail qui a eu la particularité en fait de m'offrir une relation entre ce que j'avais appris au travail et la manière de gérer la fatigue au travail et de gérer l'effort mental. Donc c'est quelque chose qui m'a rempli pleinement et que je fais encore beaucoup aujourd'hui. Mais depuis 5 ans, je me suis passionné pour la traversée de massifs tels que les Alpes ou les Pyrénées ou des tours que je peux faire à l'île de la Réunion ou ailleurs, ou en Nouvelle-Calédonie par exemple. Et en fait, l'idée, c'est de faire des traversées non-stop, c'est-à-dire des 600, 900 km sans s'arrêter. Donc, on déclenche le chrono quand on part. Et l'idée, c'est de perdre le moins de temps possible et d'arriver au bout. Donc, vous voyez que la fatigue, c'est quelque chose que je suis obligé de connaître. Hein, sinon, ça peut vite devenir compliqué. Et ensuite, donc, du côté professionnel, donc, j'ai fait 25 ans dans l'industrie. Je suis rentré par la petite porte, je suis rentré en tant qu'ouvrier à 17 ans. Et puis, j'ai été chef d'équipe, puis conducteur de travaux, responsable d'usine, directeur d'usine. Et puis, j'ai fini comme responsable d'exploitation il y a 10 ans. Et j'ai quitté l'industrie parce que j'étais plus en phase en fait avec avec l'aspect, enfin, la manière dont on traitait l'humain dans l'industrie. Et il y a 10 ans, donc, je suis venu m'installer à La Réunion, sur l'île de La Réunion. Donc, j'étais dans le Var. Et je suis venu m'installer sur l'île de La Réunion avec mon épouse, Ambéline, qui est docteur en physiologie d'exercice. Et ça fait 10 ans qu'on a monté Experience Performance. Donc, on accompagne des athlètes un petit peu dans tous les domaines. Et donc, j'ai passé un diplôme de préparateur mental au DU de Clermont-Ferrand donc en 2015 ou 2016. Et ensuite, j'ai fait de l'hypnothérapie. J'ai passé un diplôme d'hypnothérapeute humaniste. Et je suis également accompagnateur mental. Et c'est pour là que j'ai commencé. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon approche du coaching, qui est un petit peu double, scindé en deux, comme de nombreux préparateurs mentaux. Je pense on a tous plusieurs casquettes. Donc, moi, je suis préparateur pour ce qui est de la préparation mentale. Je m'occupe à La Réunion du pôle espoir de lutte et de golf. Donc, je travaille beaucoup avec les jeunes. Ensuite, je travaille avec des athlètes un petit peu de tous horizons, principalement sur les sports d'endurance, le trail, le vélo, le triathlon, etc. Mais aussi avec des grimpeurs, avec des golfeurs, avec des gens qui font du crossfit aussi, des Spartan Race. Donc voilà, un petit peu de tous horizons. Et depuis cette année, avec le CREPS, on essaye de mettre en place la préparation mentale pour les entraîneurs. Parce que bon, je pense qu'on est tous persuadés que plutôt que de venir rajouter quelque chose, et là on parlait dans la première conférence, plutôt que de venir rajouter la préparation mentale, autant l'intégrer dans l'entraînement et impliquer les entraîneurs pour pouvoir être plus efficace. Ensuite, cette année, j'ai pris aussi quelque chose, la responsabilité de l'action pédagogique dans un CFA. C'est un truc qui m'a plu parce que donc on m'avait proposé de faire des sorties montagne pour donc c'est un CFA qui s'occupe de l'hôtellerie pour des équipes, des gens qui allaient travailler ensemble et en cuisine et en salle, donc des jeunes. Et puis l'idée c'était de faire prendre un petit peu la sauce entre eux. Donc on les fait monter, on part un week-end, on va dormir en gîte, donc on passe un moment ensemble et puis on se prend une corde et les premiers tirent les derniers, etc. On essaie de faire un peu de cohésion, des jeux aussi avec de la course d'orientation, tout ça.
Et en discutant avec la responsable du CFA, je lui ai parlé un petit peu donc de ce que j'avais vu et de ces jeunes qui sont maintenant ultra connectés, des difficultés de concentration. Et on avait mis en place quelques séances de méditation, tout ça, ils avaient été très réceptifs. Et du coup, on a décidé de monter, c'est très bien tombé avec le confinement, une plateforme en ligne où on a un développement mental, on a des cycles avec beaucoup d'interactions, beaucoup de variétés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant et qui tombe aussi dans une possibilité de travail pour la préparation mentale. Et je fais aussi des actions de cohésion en entreprise, bon, en montagne, puisque je suis accompagnateur en montagne. Pardon. Ce que je me suis rendu compte dans mon approche de préparation mentale, c'est qu'il y avait des sujets avec qui ça fonctionnait très bien, et puis il y avait des sujets avec qui j'avais plus de mal, où on utilisait les mêmes outils, mais les résultats n'étaient pas là. Et c'est souvent des sujets qui avaient du mal à rentrer dans la démarche consciente de l'entraînement mental, qui n'avaient pas la volonté, comme s'il y avait des blocages. Et là, j'ai décidé de me former en hypnose. Donc, j'ai choisi de me former en hypnose humaniste. Petit à petit, en étant aussi formé à l'hypnothérapie symbolique avancée, j'ai commencé à traiter des troubles du comportement. Donc maintenant, j'ai un cabinet et je fais à la fois de la préparation mentale, mais aussi pas mal de troubles du comportement, on agit sur l'inconscient. Et je me sers de l'hypnose avec les sportifs pour avoir des visualisations qui sont plus profondes, ce qu'on appelle des THI. Et puis, on peut régler un petit peu plus rapidement les problèmes d'estime de soi, retrouver des solutions quand on n'arrive pas à les trouver dans le conscient. Et en fait, traiter tous les blocages qui ne nécessitent pas de prise de conscience. Et puis, ou bien des blocages où la prise de conscience fait mal, hein, comme des post-traumatismes. Donc voilà, j'ai une double approche. Je suis parti un peu plus sur l'hypnose. C'est un peu plus confortable parce que le travail se fait plus vite. On a des protocoles qui sont peut-être plus riches et bon, le gros avantage de la préparation mentale, c'est que les gens trouvent plus d'autonomie, alors qu'en hypnose, on en a un peu moins. Quoique, avec l'hypnose humaniste, je voulais, donc ça complétera peut-être un petit peu l'intervention de Florent hier soir. Donc, où justement, la différence entre l'hypnose humaniste et l'éricksonienne. En fait, enéricksonienne, Florent n'hésite pas à corriger si j'ai des bêtises. Mais enéricksonienne, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser un petit peu du conscient de la personne. On va la positionner à côté pour que le conscient du thérapeute puisse suggérer à l'inconscient du sujet de nouvelles choses pour qu'il puisse faire son évolution. En hypnose humaniste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par l'induction, augmenter le niveau de conscience de la personne pour qu'elle puisse elle-même travailler sur sa problématique. Et donc, on a, au lieu d'avoir une fermeture à la fin de la séance, on laisse complètement ouvert et donc le sujet continue à évoluer après. C'est-à-dire une fois qu'il a d'autres portes d'accès à ses problématiques, qu'il a d'autres habiletés pour voir son problème, il peut continuer à se servir de ce qu'il a vécu en séance, puisque c'est lui qui fait sa séance. Et le gros avantage aussi de ce type d'hypnose, c'est que si au départ on s'est planté de protocole, l'inconscient met des blocages en place et en fait nous oblige à travailler sur les blessures et sur les fractures qu'il y a. Et donc, on est obligé de changer le protocole en cours de route, sans quoi on n'a pas de résultat. Donc voilà, ça c'est un petit peu la manière dont je travaille, donc à la fois en hypnose humaniste et puis à la fois en préparation mentale. Je vais vous parler maintenant de ma pratique sportive. Donc moi, mon sport, c'est
principal, hein, c'est l'ultra trail, donc des efforts en montagne de longue durée. Hein. En général, les formats les plus courts que je fais, c'est à peu près 100 km. Le dernier que j'ai fait, c'était 900 km. Donc, on travaille sur des qualités spécifiques de l'ultra-trailer en règle générale. Et ces qualités spécifiques, en fait, on a repris un petit peu les qualités de l'athlétisme. Et puis, on a, pour l'instant, je trouve pas mal négligé toutes les qualités en fait, qui étaient transversales, les qualités générales qui permettent d'atteindre son plein potentiel, qu'on soit dans le monde professionnel ou dans le monde sportif. Donc, en qualité spécifique de l'ultra-trailer, on va chercher en fait à repousser le seuil de consommation, d'absorption d'oxygène par les muscles. Donc, quelque chose qui va nous permettre de pouvoir avoir une activité musculaire plus intense. On va travailler aussi la VMA, donc la vitesse maximale aérobie. Donc, on est sur un sport aérobique. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer d'augmenter le plus possible cette vitesse-là à travers un entraînement. Et puis aussi la VMA ascensionnelle, donc c'est la même chose que la VMA, mais là on parle de montée, donc ça se mesure en mètres par heure. Donc ça c'est ce qu'on travaille en club. En gros en club on travaille, c'est-à-dire que souvent donc, nous on fait du coaching sur des ultra trailers et en club on travaille principalement sur les trois premiers volets et on oublie en fait tout le reste. Et en fait, on va voir qu'au plus on descend dans la liste, au plus c'est important. Ensuite, bon, il y a la biomécanique. La biomécanique, on a un gros débat qui tourne depuis des années autour de quelle pose de pied, quelles chaussures. Pour moi, c'est un faux débat. On a la biomécanique qu'on a au départ. Mais ça, c'est autre chose. Ce qui est intéressant dans la biomécanique, c'est de comprendre qu'on a une pose de pied qui n'est jamais à plat, c'est-à-dire qu'on a des terrains qui sont accidentés, on a souvent de la pente, donc il faut pouvoir renvoyer l'énergie de manière verticale. Ensuite, il y a la technique, donc technique de descente. Là aussi, on intervient beaucoup en préparation mentale sur la technique de descente. Il faut savoir que les ultra-trails ne se gagnent pas dans les montées, ils se gagnent dans les descentes, hein, sur une ascension de 1000 mètres, dans les 10 premiers d'un ultra international, on va pouvoir faire des différences de 2-3 minutes. Par contre, dans les descentes, on va faire des différences de 15 minutes hein, sur 1000 mètres de dénivelé aussi. Donc, c'est vraiment dans les descentes que les courses se gagnent et la dimension mentale dans la descente est vraiment importante. Non seulement pour l'aspect technique, l'aspect vigilance, pour les peurs que ça peut déclencher, mais également dans les techniques qu'on peut utiliser pour maintenir la vigilance alors qu'on a une activité cardiaque qui descend. Ensuite, il y a la stratégie, donc la stratégie nutritionnelle qui est aussi très importante puisque on va courir pendant très longtemps, donc il faut ramener de l'énergie et perdre le moins de temps possible au ravitaillement. Sur un ultra, on a à peu près 15 ravitaillements, donc si on perd 10 minutes à chaque fois, à la fin, on a perdu 150 minutes, donc quasiment 3 heures. Donc vous voyez que la stratégie est aussi importante, où il faut embarquer très peu de poids aussi. Et aussi la stratégie vis-à-vis des autres coureurs, hein, l'influence qu'on peut avoir sur la psychologie du coureur. Je pense par exemple, si on rattrape un coureur dans le dernier tiers de course, plutôt que si on n'a pas envie de rester avec lui, plutôt que d'arriver à fond sur lui et de le dépasser doucement, il vaut mieux, avant qu'il nous voit, rester un petit peu derrière et puis le passer franchement pour pas qu'il s'accroche. Voilà, ça fait partie des stratégies mentales. Ensuite, il y a les problèmes de digestion sur lesquels il faut travailler pour pouvoir digérer le plus vite possible et ramener le plus possible d'énergie. Et ensuite, donc les qualités d'endurance qu'on travaille en cumul de fatigue. Donc là, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des week-end shocks. Donc on va travailler pendant plusieurs jours. Donc on va courir pendant plusieurs jours pour travailler en surfatigue afin que l'organisme s'adapte à la fatigue et fabrique toutes les substances dont il a besoin pour
crapahuter pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, y compris les anti-inflammatoires naturels, etc. Et donc, après, on a des qualités qui sont transversales. Donc, la gestion de l'énergie mentale, donc la capacité, et ça, donc on rentre déjà dans la fatigue. Hein. On est déjà, la gestion de l'énergie, c'est déjà ce qui va nous permettre de reculer le seuil de fatigue. Ça passe beaucoup par la respiration, ça passe beaucoup par la conscience des contractions musculaires et des crispations qu'il peut y avoir qui sont inutiles. Ensuite, il y a la gestion de la douleur qui influe aussi beaucoup sur la fatigue, aussi par des crispations, mais aussi par une usure mentale. Et ensuite, donc, la détermination, la motivation, dont on a parlé, la conscience de l'effort. Ça, on va voir tout de suite quelque chose là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. La gestion du sommeil, quand on part sur plusieurs jours, il faut pouvoir gérer, donc s'endormir très vite, récupérer très vite et avoir un bon timing de sommeil. On en parlera un petit peu à la fin. Et repartir très vite aussi, parce que si on se réveille et qu'on n'a pas de stratégie pour repartir, on perd énormément de temps pour se remettre en route. Et donc, on va rentrer de plein pied dans la gestion de la fatigue. Mais avant ça, je vais vous passer 2 slides sur la conscience de l'effort. Donc, là, on est sur le modèle j'allais dire le modèle de performance, c'est le profil d'aptitude au défi de Christian Target. Et c'est assez intéressant d'avoir une conscience de l'effort. Une conscience de l'effort, en fait, c'est un peu comment je vais ouvrir la vanne d'énergie pour quel résultat. C'est-à-dire que ça permet d'avoir une échelle. Moi, j'aime bien ça, ce petit outil, de savoir au moment où je suis dans ma course, au moment où je suis dans mon effort, et ça peut être aussi au quotidien, hein, dans quelle zone je dois me situer. Est-ce que, par exemple, je dois être dans ma zone de maîtrise? Est-ce que je dois être dans ma zone de performance? Ou bien est-ce que là, ça vaut le coup de rentrer dans ma zone de défi, c'est-à-dire d'accélérer un peu pour aller chercher quelque chose? Ou bien ça ne sert à rien d'accélérer, il vaut mieux que je reste en sécurité, je reste dans ma zone de maîtrise. Idéalement, je suis dans ma zone de performance, qu'on peut appeler aussi la zone de choix, qu'on a déjà vu. Et en fait, les 2 zones dans lesquelles on va pas chercher, qu'on va chercher à ne pas rentrer, c'est la zone de routine, où on n'est pas suffisamment actif pour être en sécurité, on se met en danger parce qu'on n'est pas suffisamment vigilant. Et souvent, on rentre dans la zone de panique. Bon, la zone de panique, évidemment, là, on ne veut plus rien faire. C'est les bases du cerveau qui reprennent dessus et on n'a plus accès à notre système cognitif. Donc voilà, ça, c'est un outil qui est assez simple pour déjà avoir une notion de l'effort qu'on produit, de l'énergie qu'on dépense. Parce que la fatigue, en fait, elle apparaît quand on dépense trop d'énergie par rapport à ce que le cerveau a enregistré qu'il fallait donner. Et ça, moi, je m'en suis servi une première fois dans une aventure assez particulière, où, en fait, une aventure que j'ai vécue avec un petit garçon qui s'appelle Timothée. Avec Timothée, on s'est connus sur une petite course. J'étais dans le club et le président du club me demande de faire une course, 10 km que j'avais pas envie de faire. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais appeler une association, Run Andigou, donc des gens qui promènent des personnes handicapées en joëlette. Et je vais leur dire, bah, tiens, je vais vous filer un coup de main à tirer la joëlette, je vois que vous êtes sur cette course. Et en fait, bah, je leur donne un petit coup de main, donc on fait 10 km avec ce garçon. Et donc, c'est Timothée, il a 10 ans, enfin, avait 10 ans à l'époque. Il est myopathe, donc amyotrophie spinale, donc il ne bouge plus du tout, hein, il bouge juste l'index un petit peu et le majeur de la main droite, donc il a plus de muscles nulle part. Donc il y avait ses yeux qui partaient à chaque fois en direction de la montagne, de la mer, et des yeux bleus. Et je me suis dit, c'est un garçon qui adore la nature, et à l'arrivée, j'ai discuté un petit peu avec lui. Et en effet, il adore tout ce qui est naturel. Et son quotidien, c'est avec ses 2 petits doigts, il dirige son fauteuil électrique et il fait le circuit entre
la rue de son école et sa maison. Et quelques jours après, j'ai téléphoné à son père et j'ai dit, écoute, j'aimerais faire vivre un truc à Timothée, je voudrais l'amener voir le lever du jour au Piton des Neiges et je voudrais qu'on en discute. Donc Timothée était emballé. Donc on a bricolé un sac pour pouvoir le mettre dedans. Donc il a un corset, donc on a découpé un sac, on a fait des essais. Et puis on est parti à 10 heures du soir, donc il y a 1700 mètres de dénivelé sur un terrain qui est quand même assez technique. Et donc on est monté en haut du Piton des Neiges pour voir le lever du jour. Et puis on est redescendu dans la foulée. Et là, je peux vous dire que la conscience de l'effort est quelque chose de primordial parce que dans ces cas-là, on n'a pas un objectif de moyens, hein, on n'a pas une obligation de moyens, mais on a vraiment une obligation de résultat. Parce que Timothée qui ne bouge qu'un ex-cas majeur, si je tombe avec lui sur le dos et que j'y enlève les possibilités de pouvoir se servir des deux doigts qu'il a, c'est une grosse responsabilité. Donc vraiment quelque chose où il faut vraiment être très vigilant et vraiment maîtriser son état de fatigue. Je pense que c'est l'aventure qui m'a demandé peut-être quelque chose qui paraît insignifiant hein, avec d'autres choses que j'ai faites, mais qui m'a demandé le plus d'engagement et là où j'avais la marge la plus restreinte pour, pour avoir de la liberté. Quoi. Voilà. Alors, avant de traiter les phénomènes de fatigue, on va rapidement passer, parce que bon, je pense que c'est assez connu, mais c'est toujours bon de le rappeler. Avant d'entrer dans la dimension mentale, on va faire un rappel sur l'importance de certaines choses pour éviter de provoquer la fatigue. Donc, la première chose, c'est l'hydratation, bien sûr, en quantité et en qualité. L'équilibre alimentaire, qui doit être divers et varié. Chose auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peut engendrer énormément de fatigue, c'est la consommation d'excitants et les médicaments en fait qui perturbent le système endocrinien et qui vont fausser les données et qui risquent d'engendrer une fatigue à long terme, une fatigue du système parasympathique. L'importance de la qualité du sommeil, donc en évitant de couper les cycles de sommeil pendant le sommeil paradoxal pour pouvoir avoir un repos de meilleure qualité. L'idéal étant de se lever sans alarme, donc de se coucher en fait dans une heure qui correspond au cycle de sommeil qui va nous permettre de pouvoir se lever sans alarme. On a un sommeil qui est beaucoup plus réparateur en ce cas-là. Et ensuite, autre chose aussi auquel on ne pense pas forcément quand on s'y est pas intéressé au niveau sportif, c'est lorsqu'on s'alimente, l'indice glycémique des aliments qu'on ingère qui peuvent entraîner beaucoup de fatigue, en tout cas une sensation de fatigue. Et on va voir qu'en fait, c'est l'accumulation des sensations de fatigue qui crée notre perception de fatigue. Je prends un exemple. Là, on est ici, on est devant l'ordinateur. Et imaginez que après l'ordinateur, on se dit bah, tiens, on va aller courir un petit peu. Et donc là, il reste à peu près 1h15 de conférence. Et là, je vais prendre quelque chose de très sucré. Donc, je vais prendre quelque chose de très sucré avec un indice glycémique très élevé. Et ce qui va se passer, c'est que comme je suis assis et que j'ai pas de demande, je vais sécréter de l'insuline et cette insuline, en fait, elle va m'empêcher ma glycémie sanguine d'aller trop haut. Et si, par exemple, dans 1h15, je vais vouloir faire un effort, l'insuline sera encore présente et le sucre ne sera plus disponible. Et donc, je vais faire une hypoglycémie réactionnelle qui va me donner une sensation de fatigue. Donc, en fait, j'aurai consommé du sucre et j'aurai derrière une sensation de fatigue.
Donc ça, c'est des pièges qu'on rencontre tout le temps, où en fait, le fait d'avoir, par exemple, quand on mange des petites galettes de riz pour faire un régime, bah, c'est un indice glycémique qui est très élevé, et on peut avoir en fait des sensations de fatigue qui sont liées tout simplement à un mauvais indice glycémique. Ça, si vous voulez, on en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure, si c'est pas clair. Mais c'est quelque chose qui est important. Et ensuite, donc, les cycles d'entraînement qui sont aussi très importants dans la gestion de la fatigue, où si on n'a pas la récupération nécessaire entre les cycles d'entraînement, le cycle de travail ou les cycles de repos journalier, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait que dégrader les capacités et on se retrouve rapidement en situation de fatigue profonde. Hein, c'est le système hormonal là, qui n'arrive plus à suivre. C'est souvent une fatigue du système parasympathique. Et donc, on n'a pas de. On se dégrade tout le temps. C'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment chez les sportifs, le surentraînement, où en fait, là encore, c'est encore une fois une question de volonté, d'idée qu'on a, de la nécessité de s'entraîner tout le temps, de la nécessité de ressentir de la douleur et la nécessité d'avoir la peur de perdre de l'efficacité, que ce soit en courant ou en faisant une activité euh, qui, euh, qui fait qu'on s'entraîne et qu'on ne respecte pas les temps de récupération qui sont nécessaires à la progression. S'il n'y a pas de surcompensation au bout d'un moment, il ne peut pas y avoir de progression. Et c'est des erreurs qui sont très fréquentes chez les sportifs, surtout chez les sportifs d'endurance. Alors, on va rentrer dans la gestion mentale de la fatigue. Et puisqu'on parlait justement de la charge de travail et des entraînements qui peuvent être parfois démesurés et qui peuvent partir sur le surentraînement, on peut contrôler la charge d'entraînement de plusieurs manières. Euh, donc, il y a par exemple des questionnaires de surentraînement. Mais il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est la variabilité cardiaque. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la variabilité cardiaque, c'est l'espace qu'on a entre les pulsations cardiaques. Par exemple, si j'ai le cœur qui bat à 60 pulsations minutes, j'ai entre les pulsations, je vais avoir un espace par exemple, qui va être de 0,7 secondes, puis 0,9 secondes, 1 seconde 3. Donc là, j'ai une variabilité qui est élevée. Et si par contre j'ai une variabilité qui est écrasée, donc 0,9, 1,1, 1,05, etc., ça veut dire tout simplement que le cœur en fait, n'arrive plus à s'adapter aux stimulations du système nerveux. Donc on a des montres maintenant qui permettent de calculer cette variabilité cardiaque et qui déterminent un petit peu la fatigue cardiaque et la fatigue du métabolisme. Et on arrive à savoir s'il est judicieux d'aller s'entraîner ou pas. Et aussi de savoir si il vaut mieux s'entraîner en intensité ou s'entraîner en foncier. Mais avant ça, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a une sollicitation nerveuse du cœur. Et pour ça, on a, peut-être que ceux qui sont en DU, clairement, vous avez eu accès à ce logiciel. Par la cohérence cardiaque, on arrive déjà à réguler l'influence du système nerveux sur le système nerveux autonome. Et par la respiration, en fait, on arrive à réguler ça. Et donc, on voit là donc la variabilité de la courbe. Et on arrive déjà à mieux contrôler, une fois qu'on a enlevé l'influence du système nerveux, à mieux connaître en fait l'état réel du système cardiovasculaire. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que dans les fatigues, on a donc ici on a donc deux systèmes dans le système nerveux autonome, hein, le système sympathique et parasympathique, donc la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. Et en fait, les deux travaillent en même temps et ils se contredisent un petit peu. Et souvent, ce qu'on va trouver,
Pour les gens qui travaillent beaucoup, les gens qui font des efforts de longue durée, c'est une fatigue du système parasympathique. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de solliciter le cœur par des petits entraînements fractionnés, mais on va surtout arrêter de faire du foncier. Donc, c'est des fatigues qui peuvent durer très longtemps, hein, de 3-4 mois, euh, qui peuvent conduire aussi au burn-out, ce genre de choses. Moi, j'ai une petite règle que quand je vais m'entraîner et quand je ne m'occupe pas trop de regarder tous ces paramètres, c'est ce que j'ai appelé la règle des 20 minutes. La règle des 20 minutes, en fait, je vais, quel que soit mon état avant l'entraînement, pour faire la différence entre la flemme et la fatigue, ce que je fais, c'est que je pars pour 20 minutes. Donc, je me fais 20 minutes d'échauffement et au bout de 20 minutes, si je me sens de faire ma séance, je la fais. Si je sens que je suis fatigué, je renonce et je reviens tranquillement et je prends un jour de repos. Ça permet au métabolisme de se mettre en route et de faire la différence entre la flemme et la fatigue. Alors, on va passer. Donc là, on est déjà rentré dans l'aspect mental de la fatigue, hein, puisque là, on est directement sur le système nerveux et l'influence du système nerveux euh, sur le cœur. Alors maintenant, on va parler un petit peu de comment se construit la fatigue en fait. Donc la fatigue, elle se construit. Pascal, oui. J'aurais une question pour toi. Oui. C'est Alain qui parle. Ton équipe, tu as une grosse équipe autour de toi, je pense. Ton équipe, quelle position elle a par rapport à la variabilité cardiaque? Je vais te dire pourquoi je te pose cette question-là. Parce que dans le monde de la physiologie appliquée de l'effort, je ne sais pas si tu le sais ou si les gens le savent, mais nous, à l'Université Laval, ici, on a une équipe de physiologistes de l'effort qui sont très aguerris. Puis, il y a d'énormes différences d'opinion. D'ailleurs, on sait qu'en physiologie appliquée de l'effort, il y a tellement de variables à considérer qu'elles sont difficiles à mesurer. Ça prend pratiquement des zones optimales. Mais à l'Université Laval, on a une équipe de 5 physiologistes à l'effort et puis les gens on nous dit qu'ils sont à 50% divisés, c'est-à-dire que le monde de la physiologie, 50% croient à la variabilité cardiaque et à ses impacts, et 50% disent que c'est de la bouillie pour les chats. Alors, quelle est votre position là-dessus, vous autres? Parce que c'est un peu à en perdre son latin, tout ça. Je reviens sur le slide d'avant, en fait, où tu vois la première partie qu'on a, où on a ce qu'on appelle le chaos, hein, donc une variabilité qui est complètement lâchée. Par exemple, si on prend la variabilité sur une courbe HRV sans tenir compte de l'influence du système nerveux sur le cœur, en fait, on a une variabilité qui est complètement différente qu'une fois qu'on a pris le temps de faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Et là où on peut mesurer réellement une variabilité cardiaque. Le problème, c'est que la variabilité cardiaque, elle ne dépend pas du système cardiovasculaire, elle dépend aussi de ce qu'on peut mesurer. C'est-à-dire, c'est pas la variabilité qui est en cause, c'est la mesure qu'on en fait qui est influencée par le système nerveux. Et avec l'influence du système nerveux, on a une courbe HRV qui peut raconter tout et son contraire. Je peux prendre par exemple un exemple. Julien Chaurier, qui est suivi par Pascal Balducci, donc qui a fait un doctorat sur la variabilité cardiaque, donc qui est justement qui a fait énormément d'études là-dessus. Donc il suit Julien Chaurier et Julien Chaurier donc se présente à l'UTMB avec des données qui sont optimales. Donc il annonce qu'il est en super forme, etc. Et puis 2 jours après, il mesure et donc la variabilité s'est complètement écroulée. Sauf que Julien n'a pas pris le départ de l'UTMB parce que le parcours avait été raccourci et il voulait faire le parcours dans son intégralité. Donc là, on a typiquement quelque chose qui s'écroule au niveau nerveux et la variabilité cardiaque s'écroule avec.
Donc, ça demande d'avoir une bonne connaissance de soi. Et moi, je ne propose jamais dans mes coachings. Par contre, je vais m'en servir. Je vais m'en servir pour voir l'effet, par exemple, de routine d'échauffement, de routine de dynamisation. Donc, je me sers justement de cet appareil pour voir un petit peu l'effet que ça a sur le stress et comment justement, quels outils sont le plus rapides pour revenir dans un état de relaxation et pour revenir dans un état neutre. Donc, je me sers de ça avec mes athlètes pour ça. Moi, je m'en sers parce que avec les années, j'ai appris à m'en servir et disons que ça me motive de m'en servir. C'est plus pour moi une motivation et une mesure qui me fait à la fois rechercher un petit peu des nouveaux sujets, quelque chose que j'utilise vraiment. Mais je remarque quand même que lorsque je me sens fatigué, lorsque je vais faire mes 20 minutes par exemple et que je reviens, ma variabilité cardiaque est écrasée même au bout de 7-8 minutes de cohérence cardiaque. Et sur ce EMWave là, il y a un petit logiciel qui calcule le score, je ne sais pas si tu connais, qui calcule le score de cohérence cardiaque. Et en général, le score de cohérence cardiaque correspond à mon état physique. OK. Oui, parce que tu vois, sur le programme de biofeedback que moi j'ai au bureau, on a une mesure de cohérence, de variabilité cardiaque qui est très, 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 très précise et très pointue. Et puis, par contre, ça nous demande, pour établir un profil, ça demanderait au moins, selon les physiologistes, au moins 1 mois de prise de données à tous les jours dans les mêmes conditions. Ça veut dire, si on prend la donnée, mettons, de cohérence, de variabilité cardiaque avec l'appareil qu'on a ici au bureau, que moi j'ai au bureau, on parle de au moins, par exemple, à 7 heures du matin, s'il vient à 7 heures, dans les mêmes conditions pendant 1 mois, là, on pourrait avoir un échantillonnage plus important. Sinon, ce que les physiologistes disent, c'est bon. Alors, peu importe, là, c'est juste que je suis toujours en train de lire sur ça, puis je me dis, c'est un domaine qui est flou pour moi, puis pour les physiologistes, mais je trouve ça intéressant que tu l'amènes aujourd'hui. Tu vois, il y a quelque chose, par exemple, qui serait peut-être intéressant et vraiment intéressant à tester. C'est plutôt que de mettre dans les mêmes dispositions matérielles, c'est-à-dire à telle heure, en ayant déjeuné ou pas, etc. Par exemple, de mettre le sujet par exemple, dans ce qu'on a vu avec Florent, en auto-hypnose, de dire, tiens, ben voilà, mets-toi dans ton endroit ressource, etc. Et au bout de 10 minutes, là, on mesure sa variabilité qui soit dans les mêmes dispositions mentales et pas forcément dans les mêmes dispositions physiques. Et là, on verrait s'il a une influence sur la variabilité ou pas. Oui. Bon, je te dérange pas plus longtemps. Merci. Ok, merci. Merci de ton intervention. Ça me fait plaisir de parler à quelqu'un, je ne vais pas parler tout seul. Alors, l'aspect mental de la fatigue. Alors, on va considérer en fait que la fatigue, c'est un apprentissage de la même manière qu'on se développe, hein, qu'on apprend à maîtriser le geste, la parole, et puis tous les apprentissages cognitifs. En fait, on automatise des expériences qui font que, en fait, on va avoir une certaine expérience de la fatigue. Tout ça, on va le voir tout à l'heure sur plusieurs études qui ont été menées autour de la fatigue. Et on va voir qu'en fait, que la fatigue, en fait, c'est une construction du cerveau. Donc, la fatigue, elle s'organise en fonction, le ressenti de la fatigue, il s'organise en fonction des expériences qu'on a vécues ou qu'on a imaginées. Elle peut aussi être des expériences de nos proches. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un modèle éducatif où on est rapidement fatigué ou bien où on est toujours très actif, etc. Et notre notion, notre perception de la fatigue, elle va commencer à se construire autour de cette croyance limitante qui est la fatigue telle qu'on la conçoit autour de nous et telle qu'on la ressent aussi. Elle dépend aussi de l'attention que nous lui accordons,
à la fois en lui interdisant d'aller plus loin, c'est-à-dire en prêtant attention et en lui donnant une réponse, c'est-à-dire en consciemment donnant une réponse à l'inconscient, en disant oui, j'ai compris qu'il y avait une état de fatigue et je réagis, mais aussi en ne pas trop lui en accorder d'importance pour pas qu'elle devienne centrale dans notre attention. Donc ça fait partie des choses qui vont faire notre expérience de la fatigue et qui vont fabriquer en fait notre croyance de la fatigue. Pour vous montrer un petit peu enfin pour vous faire ressentir plutôt, pas pour vous montrer, mais pour vous faire ressentir que la fatigue en fait n'est qu'une fabrication de l'esprit, je vais vous proposer de faire un petit test qui va durer logiquement quelques secondes. Ce que je vais vous demander, c'est de faire un petit test rapide. Je vais vous demander de fermer les yeux, de prendre quelques instants pour vous centrer sur votre respiration, sans chercher à la modifier, juste vous poser. Voilà. Virtuellement, vous mettez vos baskets aux pieds. Et puis, vous allez... alors, je vais vous dire ce que vous allez faire. Vous allez partir en courant le plus vite possible. Vous ne partez pas encore. Vous allez partir en courant le plus vite possible. Et quand votre rythme va commencer à baisser, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lever la main. D'accord? Allez, 3, 2, 1, partez. Allez, partez en courant le plus vite possible. Partez en sprint très très vite, le plus vite possible. Allez, encore. Et okay, donc quasiment tout le monde a levé le doigt. Il y en a encore qui sont en train de courir. Okay. Donc, vous voyez qu'en fait, le cerveau, en fait, il a déjà préfabriqué aux capacités à tenir un sprint, à tenir une distance. Et en fait, il a fabriqué tout ça. Et vous avez déjà une idée préconçue de la fatigue et de l'endroit où vous pouvez aller. Donc, la fatigue est bien une interprétation du cerveau. On va le voir hein, dans la deuxième partie. On va bien détailler tout ça. Alors, il y a la fatigue donc qu'on produit et qu'on peut imaginer, qu'on peut programmer, mais il y a aussi une fatigue qui est due aux facteurs périphériques dans mon sport et qui est aussi à prendre en compte et qui nous crée parfois des surprises. Donc là, on est sur la grande traversée des Pyrénées par le GR10, donc 900 km. Et on a des aspects qui sont parfois qui sont difficiles à maîtriser. Donc, pour vous expliquer un peu ce dont il s'agit, dans ce genre de défi, donc on part sur 10-11 jours. Et l'idée, c'est de courir à peu près 21 heures par jour. Et donc, ça laisse à peu près 1h30 pour le sommeil et 1h30 pour manger, pour se faire passer un petit peu, traiter les pieds, etc. Donc là, vous avez deux photos, celle de gauche, c'est le premier jour. Donc, premier jour, journée la plus chaude de l'année, 41 degrés, altitude quasi zéro, dans les Pyrénées-Orientales, massif des Alberts, massif très sec, où à 15 h il fait 41 degrés. Donc, je suis parti, là, j'ai fait 45 km. Je suis parti à 6 h du matin, donc c'est 15 h. Et en fait, je m'endors. Donc, je pars sur 10 jours avec 2 heures de sommeil par nuit maximum. Et là, je m'endors au bout de 6 heures parce que j'ai pris un coup de chaud. Il fait 41 degrés. Ça, on va essayer de gérer ça sur les 2 premiers jours. C'était aussi la nuit la plus chaude de l'année. Donc, on n'a pas eu trop de fraîcheur la nuit. Heureusement, on est passé en altitude dans le Canigou. Donc, ça nous a permis de refroidir un peu. Et le troisième jour, on arrive en Ariège. Température de 3 degrés. On est à 2500 mètres d'altitude. Donc, la variation d'altitude joue aussi sur la fatigue, mais la variation de température aussi. Hein, ça fait partie des choses qui rentrent en compte.
Et là, ben, on passe une nuit où ben, le terrain est très compliqué, c'est beaucoup de glissades sur les fesses, des fois ça se finit en contre-balustrade. Il n'y a pas de visibilité, je commence à avoir beaucoup d'hallucinations et là, impossible de dormir parce que sinon c'est l'hypothermie et on se met en danger. Donc ça fait déjà 3 jours très compliqués. Donc là, on a des facteurs qui sont externes et qu'on subit. Donc ça fait partie en fait du jeu, de la prise en compte des données qu'on a à prendre en compte dans ce type de défi. Mais pas que, il y a aussi une équipe à gérer. Donc une grosse équipe qui va devoir cohabiter pendant 11 jours. Et une équipe avec des fortes personnalités, avec des forts caractères. Il y a beaucoup de champions, donc des gens qui ont un ego parfois assez fort et qui ont aussi d'autres qualités. Il y a des médecins, ostéopathes, podologues, et puis il y a aussi des vétérinaires. Mais bon, ils ne sont pas là pour soigner des chiens, ils sont là parce qu'ils ont des qualités de coureurs. Et donc, c'est une équipe qui se retrouve, une bande de copains qui se retrouvent. Donc, parfois, il y a des dérives. Donc, même moi, en état de fatigue, il faut que je puisse recadrer tout ça. Il faut que je puisse avoir une lecture de ce qui se passe dans l'équipe. Alors que moi, je vais arriver à un moment et puis je vais rester très peu de temps avec eux. Quand il va y avoir des ententes qui se trament pour essayer de m'obliger de dormir ou pour essayer de contredire la stratégie que j'ai choisie. Donc, ça fait partie aussi des aléas qu'on peut trouver. Et puis aussi, c'est des gens qui vont crapahuter pendant 11 jours et qui vont avoir aussi, eux, de la fatigue avec des changements d'humeur. Et donc, il faut connaître la fatigue sur soi-même, mais aussi de la forme qu'elle peut prendre chez différentes personnes et pouvoir rester un petit peu le leader là-dedans et pouvoir aussi traiter les différents problèmes qu'il peut y avoir. D'ailleurs, là, on était sur cette traversée-là, on était trop nombreux. Ça m'a coûté trop d'énergie en fait d'avoir toute cette équipe à gérer. Et donc, dans mon travail sur la préparation mentale, donc, je vous ai parlé jusqu'à maintenant de ma relation avec la fatigue. Mais maintenant, on va voir un petit peu les éclairages que m'ont apporté les athlètes que je suis. Et là, c'est plutôt en débriefant des compétitions en explicitation. Donc, pour ceux qui font le DU à Clermont, je trouve que c'est un bon sujet, le débrief de compétition, où on a encore des choses qui sont assez chaudes, pas encore justement avant l'interprétation. C'est bien de pouvoir les matérialiser, de pouvoir s'en débarrasser comme ça. Je me suis rendu compte en fait à quel point la fatigue mentale était méconnue, la fatigue tout court, hein, mais particulièrement la fatigue mentale chez les sujets, mais aussi chez les entraîneurs. Je vous raconterai après un petit peu comment je m'en suis rendu compte. Donc, alors ça, c'est pas une étude scientifique, hein, c'est un tableau un petit schéma que j'ai fait en fait pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai compris de la fatigue mentale. Donc, la fatigue mentale, elle est issue de surcharge émotionnelle ou de surcharge cognitive. C'est des fois imbriqué. À droite, il y a plusieurs items, hein, le stress, la doute, peur, etc. Ça peut aussi, donc il y a des flèches, mais ça peut, par exemple, la peur peut faire une surcharge cognitive aussi bien qu'une surcharge émotionnelle. Donc il y a des flèches, mais ce qui est intéressant, c'est de considérer qu'elle peut être à la fois émotionnelle et à la fois cognitive. Donc souvent, ça vient du stress pré-compétitif, surtout chez les jeunes qui n'ont pas trop d'expérience. Le stress pré-compétitif peut aussi arriver lorsqu'on change de niveau ou qu'on a un doute par rapport à sa préparation. Par exemple, là, j'ai un athlète d'ailleurs qui est en photo en haut, qui sur les championnats de France et France du monde et qui sur une compétition, sur un tournoi mondial
prend la médaille d'argent alors qu'il est junior et que c'est un tournoi senior. Et sur les championnats d'Europe qui sont qualificatifs pour Tokyo, s'écroule complètement alors qu'il n'avait jamais été sujet au stress. Mais cette compétition-là, particulièrement, a généré chez lui énormément d'anxiété cognitive et il a beaucoup perturbé. Donc c'est quelqu'un en plus qui n'était pas habitué à ça, donc très compliqué à gérer. Ensuite, il y a tout ce qui est doute, peur. Hein, la peur qui va stimuler les voies basses du cerveau et qui va devenir centrale et qui va empêcher l'accès en fait au système cognitif. Et puis aussi, dans les surcharges cognitives, on a les projections dans le futur, l'imagerie mentale, et ça on va en parler, parce que c'est un réel problème, l'imagerie mentale, en phase de compétition. Et aussi les regrets sur le passé, sur ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer. Par exemple, si j'ai raté une action, si j'ai fait un mauvais départ, ou si j'ai fait un mauvais match, etc. Donc, si vous voulez, pour qu'on parle de tout ça, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée avec donc, un lutteur qui est titulaire à l'INSEP, qui a des données physiologiques qui sont monstrueuses. Et qui me dit être fatigué sur la finale d'un tournoi, alors qu'en fait, dans sa catégorie, ils étaient 4, et donc il a lutté 15 minutes. C'est un lutteur qui s'entraîne de manière très intensive, au moins 1h30 par jour, et qui fait au moins 2 heures de foncier. Et là, il me raconte qu'au bout de 15 minutes, il est en fait en phase finale, il ressent la fatigue. Au début, je trouve ça un petit peu surprenant. Et je me rends compte que ce n'est pas un cas isolé. Justement, en faisant les interviews en explicitation, c'est le cas de nombreux lutteurs. Et on arrive donc sur les championnats de France. Moi, je n'avais jamais vécu de championnat de France de lutte, donc on arrive avec le pôle espoir. Et là, je me rends compte en fait du désastre de la gestion mentale de la compétition. Et donc, on a établi plusieurs choses pour qu'on puisse gérer au mieux cette journée de compétition et particulièrement, c'est beaucoup plus simple, en plaçant de la respiration et en détournant l'attention de ce qui se passait sur le tapis pour éviter le problème justement de l'imagerie mentale, parce que l'inconscient ne faisant pas la différence entre l'imaginaire et le réel, quand un lutteur est dans les gradins et qu'il voit toute la journée d'autres lutteurs contre qui il va lutter, des lutteurs contre qui il ne va pas lutter, mais qui va conseiller ses partenaires en disant tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça. Dans sa lutte, toute la journée, il lutte. Et en fait, le corps enregistre de la fatigue qui n'existe pas, mais qui est le cerveau, lui, a enregistré qu'il avait lutté toute la journée et il se retrouve en phase finale complètement épuisé parce qu'en fait, il a fait de l'imagerie mentale toute la journée. Donc, l'imagerie mentale, c'est un très bon outil, mais attention, en période de compétition, c'est quelque chose qui peut être très énergivore. Donc, comment on gère cette fatigue? Je vais vous passer une petite vidéo, j'espère qu'elle sera de bonne qualité. Ça ne dure pas très longtemps. C'est un conseil de François Castel sur la respiration, sur la marche à gamme pour les ultra-trailers. Et puis, on en reparle après avec tous les outils en fait, qui découlent de la respiration. C'est une technique que beaucoup de coureurs font assez naturellement. C'est celle qui consiste en fait à synchroniser les appuis et la respiration et qui permet dans ces moments un peu difficiles quand on sent que voilà, l'énergie nous abandonne un peu, du coup de se repositionner, de se remettre aussi, de remettre son attention dans l'effort qu'on est en train de faire. Donc le principe il est assez simple, c'est un appui, deux appuis où je vais inspirer, un appui, deux appuis où je vais expirer. Ça c'est un principe très simple. Donc ça nous donne ça. Si j'exagère un peu, alors
Alors là, je fais ce qu'on appelle du 2-2, c'est-à-dire 2 temps d'inspire, 2 temps d'expire. Chacun peut l'enrichir. Alors c'est avec bâton, c'est sans bâton, c'est avec un mot ressource, sans mot ressource, c'est avec rétention, sans rétention. Là, c'est vraiment comme on le sent. On a fait une démonstration qui était sur la montée. On peut bien évidemment l'utiliser aussi sur les terrains plats ou chaque fois qu'on est vraiment en difficulté. Le constat que je fais moi, c'est que de nombreux coureurs l'utilisent, mais parfois de manière un petit peu désordonnée. Et que le fait d'acquérir assez facilement cette technique peut leur permettre du coup d'avoir un outil comme ça à portée de main, ou plutôt à portée de pied, ce qui est encore mieux en course, chaque fois qu'ils en ont besoin. Vous voyez, donc, je ne sais pas si la qualité de la vidéo était suffisante. En fait, l'idée, c'est de rythmer, donc, de rythmer ses pas sur sa respiration. Qu'est-ce qui se passe quand chaque fois qu'on va tenir compte, en fait, qu'on va avoir une respiration de conscience et qu'on va la rythmer sur ses pas, on va gommer, en fait, les phénomènes de fatigue. Pourquoi? Parce que donc, la fatigue est une interprétation du cerveau qui, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à nous mettre en sécurité, donc en gardant des réserves. Et donc, il enregistre des choses de manière automatique. C'est l'inconscient qui gère tout ça. Donc il gère à la fois l'activité cardiaque, l'activité respiratoire. Et on s'est rendu compte qu'en fait, que la fatigue, c'était une désynchronisation entre l'activité respiratoire et l'activité cardiaque, qui fait qu'en fait, on a un ressenti de fatigue. C'est-à-dire qu'au plus le cœur fonctionne de manière asynchrone avec la respiration, au plus on va ressentir de la fatigue. Donc, en fait, l'inconscient, petit à petit, il baisse l'activité parce qu'il fabrique en fait le ressenti de la fatigue avec les expériences qu'il a. Quand on va prendre consciemment la respiration, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce qu'on va faire, c'est que de manière volontaire, on va délester la respiration, on va délester le système nerveux autonome de la respiration pour le mettre dans notre système nerveux central, dans notre conscient. Et donc, on va naturellement forcer la désynchronisation totale entre le cœur et l'activité respiratoire et guider l'inconscient vers un rythme. C'est-à-dire que là, consciemment, on va reprendre, on va remarcher, on va rechoisir de manière délibérée un rythme. Et ensuite, quand on va arrêter cet exercice-là, on va retrouver une synchronisation naturelle. Et c'est ce qui se passe avec la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ce n'est pas seulement un exercice respiratoire, c'est aussi, elle a aussi la capacité de pouvoir reconnecter de manière synchronisée le cœur avec l'activité respiratoire. Et là, du coup, on gomme les phénomènes de fatigue. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire, en marchant en ultra-trail, mais on peut le faire aussi en marchant, en allant prendre son train, en marchant, en prenant 5 minutes, en allant marcher 5 minutes pour se calmer, ou même sans marcher. En tout cas, chaque fois qu'on va prendre sa respiration de manière consciente, on va avoir la possibilité en fait d'annuler les phénomènes que l'inconscient, même s'il est bienveillant, fabrique parfois de manière excessive. Donc après, on a plusieurs sortes de respiration. Donc, on va en parler tout de suite. Donc là, pour vous donner un petit peu un exemple de comment on va gérer la fatigue sur une compétition, je vous ai parlé tout à l'heure d'une compétition de lutte, donc sur un championnat de France que j'avais vécu, où je m'étais rendu compte que la gestion de la fatigue sur une journée, et même avant, était désastreuse. Donc, et pourtant, c'était un encadrement qui était vraiment génial, mais il manquait de connaissances pour pouvoir encadrer tout ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a établi un petit tableau, et sur ce tableau, vous voyez, il y a une partie qui est verte et une partie qui passe du jaune au rouge. Et en fait, c'est la gestion d'une compétition. Donc, tout ce qui est dans la partie haute, ça va être une consommation excessive d'énergie, donc une consommation due plus à l'état nerveux qu'à l'activité physique. Et tout ce qui est en bas, en fait, c'est comment on peut récupérer de l'énergie. L'idée, c'est de revenir sur une consommation d'énergie moyenne. Donc, déjà, la première chose, c'est que mentalement, on se place dans l'idée qu'on ne peut pas agir sur le futur ni dans le passé et qu'on se focalise sur le présent et l'anticipation du futur immédiat.
Donc ça, c'est déjà pour situer le contexte, c'est-à-dire que tout ce qui va commencer, les projections qu'on va faire dans le futur, les besoins de certitude qu'on a besoin du futur, c'est des choses qui vont créer de l'anxiété et qui vont créer de la fatigue. Donc là, on a identifié donc, sur ce tableau, donc on part de la Réunion, hein, on est à la Réunion et on part à Châlons-en-Champagne, de J-5 à J-1. Donc on quitte la Réunion, on quitte l'environnement, on découvre notre milieu. Là, donc, certains lutteurs ont de l'anxiété, de la psychosomatisation avec des douleurs de ventre, des douleurs qui peuvent réapparaître dans ces blessures, etc. Donc, on voit que le stress, en fait, bien pré-compétitif, peut prendre des formes différentes, aussi des problèmes d'estime de soi, des problèmes de confiance qui ressurgissent. Et là, en fait, on a du temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des outils qui permettent des contractions très profondes. Donc, tous les soirs, on va faire des body scans, de la relaxation progressive après l'entraînement, du training autogène, des choses comme ça. Et de manière autonome, ils vont travailler un petit peu en imagerie sur des réussites. Et aussi, ils vont faire de la respiration carrée. Donc, respiration carrée, c'est le même principe qu'on a vu tout à l'heure avec François, en rythme, enfin, pour ce qui est de la marche afghane. Donc, ils partent sur 10 minutes et ils partent en marchant tranquillement. Ils font 4 pas d'inspiration, 4 pas de rétention poumon plein, 4 pas d'expiration et 4 pas de rétention poumon vide. Et donc, ça, ils vont faire ça avant le repas pour pouvoir être dans une bonne disposition pour digérer. Et ils vont le faire 2-3 fois par jour. Et donc, ça permet de se préparer à la compétition en montrant à l'inconscient qu'on s'occupe de lui, qu'on s'occupe de tous ces phénomènes. Donc, lui, il ne va pas commencer à s'affoler, à fabriquer de l'anxiété, des doutes, etc. Parce qu'en fait, il comprend en fait que les deux systèmes sont associés, le conscient et l'inconscient, et la compétition a cette problématique. C'est qu'en fait, le lutteur va partir vers ce qu'il veut, vers ce qu'il veut obtenir, il va partir vers la médaille de manière consciente. Et lui, l'inconscient, il va rester avec ce qu'il peut faire et ses doutes et sa peur. Et donc, j'ai une question, le conscient. Pascal, est-ce que je peux te poser une question? Désolée, je te coupe. Est-ce que ce protocole, est-ce que c'est pour tout le groupe ou est-ce que tu l'adaptes en fonction des personnes qu'il y a dans le groupe, des jeunes? Je suppose que ce sont des jeunes. Ouais. Alors, là, ce protocole-là, il est pour tout le groupe. D'accord. Et après, si tu veux, après, j'ai d'autres outils. Par exemple, ce que je leur fais passer, c'est une échelle de… Donc, on le fait à J-3 et la veille. Une échelle d'anxiété, une échelle de stress pré-compétitif, donc où on peut voir l'anxiété cognitive, somatique et les problèmes de confiance en soi. Et donc, là, on a un entretien avant. Donc, ça, on le fait de manière individuelle. Et ça, c'est des choses qu'on fait en groupe, en cohésion. Et après, ceux qui ont des problèmes particuliers, qui vont être plus par exemple, dans la nervosité, dans l'anxiété, etc. Là, la respiration carrée, c'est des choses qu'ils vont faire, donc je vais leur donner, qu'ils vont faire de manière individuelle. Le discours interne pour ceux qui ont de l'anxiété cognitive, donc ceux qui ont de l'anxiété somatique, je ne vois pas l'intérêt de faire du discours interne, mais plutôt des respirations ventrales, des choses comme ça. D'accord. Et comment… le protocole, on l'a établi pour tout le pôle. D'accord. Et comment tu as décidé, par exemple, J-5 à J-1, body scan, imagerie, respi carré, peser, faire de l'imagerie, de la respi carré. Comment ça a été décidé parce qu'il y a des exercices différents. Est-ce que c'est suite à des entretiens que tu as pu avoir avec eux? Je ne sais pas comment tu l'as construit. Non, c'est-à-dire que si tu veux, moi, c'est des outils que j'utilise depuis de nombreuses années. Et dans la première compétition que j'ai vécue, ce que j'ai compris, c'est, si tu veux, la manière, le temps qu'ils avaient pour se désactiver, la profondeur dans laquelle on pouvait se permettre de descendre et le temps qu'il leur fallait pour se redynamiser. Et pour qu'un athlète déjà puisse se relaxer, il faut qu'il soit sûr qu'il va pouvoir se redynamiser derrière.
C'est-à-dire que pour pouvoir lâcher, rentrer vraiment dans une journée de compétition, dans une relaxation totale, il faut être sûr que derrière, il va pouvoir se dynamiser très vite. Donc pour ça, on a des jeux qui impliquent donc les voies basses du cerveau, qui impliquent le reptilien, où en fait, donc à la sortie, par exemple, à la sortie des matchs, je leur donne 5 minutes d'accueil de l'émotion, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils accueillent l'émotion, ils tapent, ils pleurent, ils sautent de joie, ils font ce qu'ils veulent. Et ensuite, on passe dans la phase de régénération jusqu'à 15 minutes avant le combat d'après. Et donc, cette attente, elle peut être soit courte, dans laquelle on va utiliser des outils donc, qui vont faire redescendre la vigilance, mais pas trop bas, donc par exemple de la cohérence cardiaque. Et puis après, c'est dans les attentes qui sont lentes, qui peuvent aller jusqu'à 2h30 sur des tournois de lutte. Là, on va faire de la respiration carrée qui va nous faire redescendre beaucoup plus profondément. Il y en a même qui dorment pendant ces portions-là. Et voilà. Et l'idée, c'est que par la routine d'activation et par la respiration dynamisante, on arrive à être dans son plein potentiel juste avant le combat. D'accord, d'accord. Ok. Voilà. D'accord, c'était juste une question parce que par exemple, quand je vois affichage, anxiété, donc ça, en gros, si je comprends bien, c'est les athlètes qui manifestent de l'anxiété, si j'ai bien compris. Alors, mais est-ce que tous les athlètes, peut-être qu'il y en a certains dans le groupe avec lequel tu travailles, qui ne vont pas avoir de l'anxiété au moment où ils vont regarder l'affichage. C'est pour ça que je posais la question par rapport à un groupe. Ouais. Alors, si tu vois, par rapport à… Si tu veux, il y a deux choses. Il y a la cohésion du groupe, dans lequel, si tu veux, on va essayer de maintenir, si tu veux, un esprit d'équipe dans un sport individuel. Les lutteurs, ils sont toujours les uns contre les autres. Hein. Donc, quand ils partent de la réunion et qu'ils se retrouvent isolés dans des gradins où on est quand même un petit peu protégé ici, où il y a des canettes qui volent, des mots qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, de l'agressivité, etc. Ils peuvent se retrouver en situation particulière. Donc, même ceux qui sont pas anxieux vont aider justement ceux qui sont anxieux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ils peuvent être très tranquilles parce que soit ils n'ont pas d'enjeu pour ce tournoi-là, ou soit ils sont sûrs de d'être champions de leur catégorie. Mais s'ils n'ont pas acquis ça comme un apprentissage, le jour où ils auront ce problème-là, et il y a toujours un jour, enfin toujours, on ne va pas dire toujours, mais il y a possibilité, on l'a vécu donc avec ce lutteur qui est multiple champion de France depuis des années et qui se retrouve d'un coup, alors qu'il venait de cartonner sur un tournoi, un ranking mondial, sur un championnat d'Europe, qui se retrouve en fait dans ce cas-là. Et heureusement qu'il a été habitué à ce protocole et qu'il a utilisé ces outils-là parce que ça faisait partie de sa formation. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est pas parce que l'athlète, si tu veux, n'est pas sujet au stress qu'il ne doit pas connaître les mécanismes de… Tu vois, c'est pas… tu vois, c'est pas parce que je suis pas gauche que je ne dois pas comprendre comment un goal se positionne pour arrêter un but, tu vois. Oui, non, mais là, j'adhère complètement. Il y a pas de souci là-dessus. Ok, merci, Pascal. Merci de m'avoir parlé, j'avais l'air de parler tout seul. J'avais compris. Voilà. Donc voilà, ça c'est des petits protocoles qui permettent en fait de pouvoir gérer les états de fatigue. Et là-dessus, on a rajouté des choses donc, qui ne sont pas sur ce tableau. Mais je vous ai parlé tout à l'heure de l'imagerie mentale. Et par exemple, ce qu'on a pu rajouter sur l'imagerie mentale, c'est que donc les entraîneurs leur demandent de regarder les combats sur lesquels les athlètes sur lesquels ils vont tomber sur les matchs d'après. Et le problème, c'est que ça crée de l'anxiété. Hein, quand on voit son collègue qui est en train de se faire détruire par le gars qu'on va rencontrer après, c'est parfois difficile à vivre et ça peut créer de l'anxiété. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un petit protocole en place où donc ils regardent le match, mais ils mettent la main devant eux assez discrètement en opposition. Et en fait, ils vont faire tomber toutes les émotions
toutes les émotions qu'ils vont ressentir, ils vont les faire tomber devant eux. Et plutôt que d'imaginer une stratégie face aux habiletés de l'adversaire, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont entendre les phrases et la voix de l'entraîneur qui les conseille sur la stratégie. C'est-à-dire que c'est la voix qui, d'habitude, les conseille, qui ne peut pas être avec eux parce qu'il a un encadrement réduit, ils sont en train de coacher d'autres athlètes sur les tapis. Et là, en fait, de manière autonome, l'athlète, il va maîtriser à la fois ses émotions, donc par de la visualisation, donc il va faire tomber les émotions devant lui, et il va entendre la voix de son entraîneur qui lui dit là, tu devrais faire comme ça, etc. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand on dit ça à des jeunes, ils font mettre la main comme ça, ils n'osent pas trop, etc. Et il y avait une jeune fille, une fois, elle faisait ça de manière assez discrète. Et puis, quand elle est partie, en fait, elle a enlevé avec son pied, elle a enlevé toutes les émotions qui étaient tombées par terre et elle les a poussées du gradin. Et il joue quand même pas mal de jeux sur ce genre de choses. Donc, et après, les exercices de respiration, ils permettent justement de soi, au lieu de déporter l'imagerie sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Et dans une journée de compétition, il y a souvent des distractions, les autres matchs, les bruits dans les gradins, l'ambiance générale, c'est très bruyant. Donc, autant arriver à rester un maximum à l'intérieur de soi. Alors, je vais vous montrer un petit teaser d'une minute, j'espère que ça va bien passer, sur le record de la traversée des Alpes, pour que vous compreniez un petit peu mieux avant qu'on rentre dans des outils qu'on peut utiliser en ultra, pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit. Je pense que je suis fou. Et je pense que je suis un fou heureux. C'est un défi fou, mais c'est ça qui est marrant, quoi. C'est vraiment un rêve total. Ça commence à pas être beau. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu un petit teaser qui vous montre un petit peu l'intensité, en fait, le peu de marge qu'on a. Il faut toujours être sur les sentiers, tout le temps y aller. Donc, la gestion de la fatigue, elle se fait au fur et à mesure qu'on la ressent. Au fur et à mesure, on va trouver des stratégies, on va toujours être à l'écoute. Et on dit souvent qu'il faut être à l'écoute de son corps pour gérer la fatigue. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que son corps comprenne là où on veut aller. Et c'est vraiment un dialogue à installer entre le conscient et l'inconscient. Donc ça, on se sert pas mal de l'auto-hypnose, que vous avez pu tester hier soir avec Florent, qui permet justement de pouvoir être dans cet état-là, pour vous raconter un petit peu aussi ce que moi je peux faire dans ce genre de choses en auto-hypnose. C'est que par exemple, quand on arrive dans des massifs où on n'a pas la possibilité de se reposer et on arrive vers 3 heures du matin, là c'est toujours quelque chose de très compliqué. Ce que j'essaie de faire, c'est de dormir en fin de nuit pour finir en fait finir la nuit et me lever au lever du jour pour d'avoir l'impression d'avoir fait une nuit. Il y a des fois où je m'endors. Et quand je m'endors, ce que je fais, c'est que je demande donc souvent c'est en altitude, donc on ne peut pas s'arrêter. Si on s'arrête, c'est l'hypothermie garantie. Et donc ce que je fais, c'est que je demande à la personne qui court avec moi, parce que je suis toujours accompagné,
déplacé devant moi. Et en fait, je me fixe sur les bandes réfléchissantes avec ma lampe de ces chaussures. Et en fait, le mouvement de ces chaussures devant fait un mouvement inoptique qui me permet de m'endormir. Et si jamais il s'arrête, ça brise le mouvement et automatiquement, je me réveille. Et je me rends compte en fait que je me suis endormi une fois que je me suis réveillé. Donc, je ne sais pas exactement combien de temps ça dure. Je pense que ça ne dure pas plus d'une minute ou deux. Mais je me suis déjà surpris en fait à passer des pierres, même quand le sentier n'était pas facile, en dormant. Donc, on arrive à automatiser pas mal de choses justement avec les heures et différentes choses. Donc, le premier outil en fait qu'on a pour sortir d'un état de fatigue, c'est le switch. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou si vous avez déjà testé ça. Le switch, en fait, l'idée, c'est d'arriver à changer un petit peu tous les données en même temps. On verra dans quelques minutes une deuxième partie, on va voir un petit peu les études qui ont été faites, quelque chose de plus complet. Alors, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'on est déjà pas mal avancé dans l'heure. Mais en fait, le switch, donc, la première chose, c'est d'arriver à identifier ce qui nous limite. Ça, c'est vraiment, dans la fatigue, il faut avoir des éléments concrets qui vont nous faire dire, là, attention, je commence à être en état de fatigue. Par exemple, à un moment, je peux commencer à ne plus supporter les gens qui m'accompagnent. Je peux commencer à me rendre compte que je pars en arrière. C'est-à-dire dans les montées, ma jambe arrière ne pousse plus et en fait, j'ai une vitesse sensationnelle qui est pourrie. Je commence à oublier de m'hydrater. Je commence à avoir des pensées négatives. Tout ça, c'est des choses qui vont me dire, tiens, là, je me mets en alerte. Et si je me rends compte que mon apport glucidique est correct, que mon hydratation est correcte, automatiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place un switch. Et donc là, par exemple, je vous donne un outil que j'ai appelé testostérone. Alors, ne me demandez pas pourquoi c'est testostérone, c'est sorti comme ça, je l'ai gardé. Et donc c'est mon mot-clé qui va me permettre de changer l'état quand je suis dans un état de fatigue. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je change complètement ma gestuelle en partant des épaules. Donc, ce que je fais, c'est que je commence à redétendre toutes les zones qui sont autour du cou, puisque c'est là qu'on commence à se crisper. Et en fait, j'ai des ventilateurs qui me poussent dans le dos. Chaque fois que je tape le pied au sol, j'ai l'énergie qui se renvoie, etc. Donc, il y a des images mentales, il y a une gestuelle particulière, il y a une respiration. Chaque fois que je pose le pied gauche, je souffle. Chaque fois que le pied derrière se décolle, je respire. Donc, il y a tout un processus en fait qui fait que, encore une fois, je reprends la respiration de manière consciente, mais où je vais changer toutes les données pour qu'en fait l'inconscient annule ce qu'il commence à mettre comme chose en place pour exprimer de la fatigue. Et il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est d'accueillir la fatigue, c'est-à-dire que de lui parler. C'est pour ça que j'appelle mon ami. D'avoir un dialogue interne en disant tiens, voilà, tiens, tu es là, merci d'être là. Parce que là, vraiment, ça a commencé à partir en sucette. Par exemple, quand on est en course, ce que je fais, c'est que dès que j'ai un coup de moins bien, c'est que je dis merci à fatigue d'être présente et de m'offrir en fait un moment où je vais pouvoir profiter des paysages, profiter de respirer un peu, etc., de sortir de la course. Et après, une fois que j'ai mis en place mon protocole, après je repars en combat, mais ça me permet d'avoir un sas de liberté, de pouvoir accueillir la fatigue. On va passer de suite sur des choses qui sont plus complètes, peut-être plus étayées, avec 3 études. Alors moi, je ne suis pas universitaire, je ne vais pas vous mettre des références, tout ça. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Moi, j'aime bien les hommes, j'aime bien l'être humain. Et il y a 3 hommes qui m'ont fortement influencé dans la gestion de la fatigue. Un médecin du sport,
un docteur en physiologie et un neuroscientifique. Donc, je pense que là, on a 3 profils qui sont différents et vous verrez que finalement, pour les 2 premiers, les résultats sont assez cohérents. Et pour le 3e, en fait, pour le switch, je trouve qu'il a des outils qui sont pas mal, c'est le neuroscientifique. Donc, le premier, c'est Tim Knox. Tim Knox, c'est un médecin du sport sud-africain. Dont on a toujours pensé que la fatigue, hein, c'était principalement attribué aux capacités cardiaques. Hein, c'était le modèle de la fatigue périphérique, c'est-à-dire qu'au plus on allait avancer, au moins le cœur allait être performant et au moins les contractions allaient pomper de sang et au plus on allait comme ça s'écraser. Ce qu'on a constaté quand même, ce que moi je constate quand je fais des trucs qui sont très longs, c'est que la fatigue elle est en dents de scie et qu'on peut être très bien complètement out à un moment donné et une demi-heure après courir comme un lapin. Donc il n'y a pas une dégradation linéaire de la fatigue. C'est un peu comme une courbe de dénivelé hein, quand on va en montagne et qu'on fait plusieurs ascensions. C'est un peu pareil. La fatigue, il y a des moments où elle est très présente et où elle est même étouffante. Et puis il y a des moments où on a trouvé un autre rythme, soit on s'en est débarrassé de manière consciente, ou soit de manière inconsciente, elle varie comme ça. Donc, Tim Knox, lui, il remet en doute donc, la théorie de la fatigue périphérique au profit de la théorie du gouverneur central. Donc, il dit que c'est le cerveau, en fait, qui régule tout ça. D'où l'intérêt, quand on est en entraînement, de ne pas aller forcément à la limite de ce qu'on peut faire, de ne pas aller à l'épuisement, mais de garder un petit peu de réserve pour que le cerveau, en fait, enregistre des expériences où il avait encore de la réserve, plutôt que d'aller à l'épuisement complet à l'entraînement. Bon, ça, c'est un autre sujet. Et ce qu'il nous dit, c'est que le cerveau se préoccupe de maintenir notre équilibre vital et pour éviter toute défaillance physiologique, il crée la fatigue qui serait une émotion plutôt qu'un événement physique. Donc ça, c'est super intéressant parce que si la fatigue est une émotion, on sait qu'en fait, pour gérer une émotion, c'est absolument pas avec la pensée qu'on va y arriver, mais c'est plutôt en gérant sa respiration. Moi, j'aime bien dire que la respiration, c'est le langage du système émotionnel, comme le geste est le langage du système reptilien. Voilà. La fatigue serait une émotion, donc ça veut dire qu'on a peut-être des moyens d'agir dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'on va subir, mais quelque chose qu'on va pouvoir comprendre et sur lequel on va pouvoir jouer. Donc, pour étayer cette théorie, parce qu'évidemment, les physiologistes n'ont pas laissé tranquille avec cette théorie, donc il parle par exemple du sprint final, c'est-à-dire qu'il serait impossible d'accélérer sur un sprint si on avait une dégradation et selon une fatigue qui deviendrait donc de plus en plus prenante. Donc, ce serait impossible de pouvoir débloquer d'autres unités motrices pour pouvoir produire un sprint. La variabilité des allures de course aussi. On peut choisir l'allure de course. Par exemple, on peut emballer à la fin d'une épreuve. Donc, alors qu'on peut à un moment sentir un état de fatigue, mais aussi et surtout l'effet de la musique. On s'est rendu compte qu'on avait à peu près sur certains sports 10% de différence de possibilités avec de la musique, mais aussi dans les produits dopants tels que les amphétamines qui n'agissent comme des excitants, en fait, qui n'agissent que sur le cerveau, on a des capacités physiques qui sont largement accrues. Donc, si on regarde un petit peu dans les produits dopants qui tournent, il y a bien sûr le PO qui va favoriser tous les phénomènes physiologiques, mais clairement, c'est bien les substances qui vont gruger le cerveau qui vont nous permettre d'avoir des capacités supérieures. Et aussi, on peut voir, mais ça, on va en parler plutôt dans l'étude d'après, le nombre d'unités motrices qui sont réellement utilisées.
Donc, le premier truc qu'on a à retenir, c'est que la fatigue serait une émotion. Donc, on peut agir sur la fatigue comme sur une émotion. La deuxième chose que je voulais le deuxième homme que je voulais vous présenter, si vous ne le connaissez pas, parce qu'il n'est pas très loin de Clermont, c'est Guillaume Millet. Alors, Guillaume Millet, j'ai une relation particulière avec lui parce que c'est un ami. On a été dans le team La Fuma pendant des années ensemble. Et en plus d'être un chercheur émérite, hein, puisqu'il a dirigé, d'ailleurs, il est à Calgary, là, les Canadiens nous l'ont piqué, on l'a repris, maintenant il est à Saint-Étienne. Il a dirigé donc, une étude sur la fatigue neuromusculaire à Calgary pendant 5 ans. Là, il est revenu à l'université de Saint-Étienne. Ça fait des années qu'il travaille sur la fatigue. Il a fait des études sur l'ultra-endurance, sur le travail en altitude, et aussi dans le domaine pathologique, sur le vieillissement neuromusculaire, le cancer, le vieillissement. Actuellement, il est en train de travailler, j'ai vu un papier passer là-dessus, sur les effets du Covid. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien la fatigue. Et en plus, pour la petite histoire, c'est un homme extraordinaire. Moi, je me suis retrouvé en difficulté en 2010, j'ai perdu un fils de 20 ans. Et alors qu'on n'avait pas une relation qui était énormément suivie. C'est quelqu'un qui m'a appelé tous les jours et qui est vraiment un ami riche. Riche par sa culture, par ses savoirs, mais aussi par tout simplement son amitié. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir un petit résumé de l'étude qu'il a fait sur l'UTMB pour qu'on puisse comprendre un petit peu mieux comment s'organise la fatigue dans notre corps. J'espère que la vidéo sera de bonne qualité. On a testé tout à l'heure, c'était pas mal. C'est parti. On pense être fatigué pendant un effort parce que nos muscles nous font souffrir. En fait, les interactions entre notre corps et notre cerveau sont très complexes. Guillaume Millet les observe depuis de longues années. En 2009, on a par exemple montré que dans des efforts aussi longs qu'un tour du Mont Blanc, une grande partie de la fatigue était liée à une fatigue dite centrale, c'est-à-dire alors pas forcément le cerveau, mais le système nerveux central dans son ensemble. En effet, pendant l'effort, le cerveau doit envoyer une quantité très importante d'influx nerveux vers les muscles pour les mobiliser. Et c'est cette suractivité qui fatigue beaucoup le système nerveux central. En 2009, on n'avait pas les moyens de répondre justement, est-ce que c'était au niveau du cerveau lui-même que ça se passait ou est-ce que c'était entre le cerveau et le muscle. Et donc cette année, avec un nouvel outil qui est la stimulation magnétique transcrânienne, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans cette optique et essayer de voir si réellement le déficit se passe au niveau du cortex moteur. Un gros aimant posé sur le crâne envoie une stimulation au cerveau qui lui commande de contracter le muscle. Parfait. Et en mesurant la force du muscle avec et sans stimulation, on met en évidence le rôle précis de la commande de l'influx nerveux dans l'effort. Ok, relâche, parfait. Ça va? Oui. Un autre mécanisme intervient pendant l'effort. Le corps envoie aussi des signaux de douleur au cerveau qui va alors freiner l'activité pour protéger l'organisme. Mais grâce à sa force mentale, le sportif peut amener le cerveau à surmonter la douleur. Et c'est la raison pour laquelle la préparation mentale est si efficace dans le sport. En bas, dans la vallée, Frédéric ne doit plus penser à ses ampoules, juste à l'ivresse de l'arrivée. Il a bouclé les 103 km en 18 h et 32 minutes. Il est 603e sur 2400. Sur cette ligne qu'ils ont rêvé, ils ont imaginé, visualisé toute la nuit. Frédéric Leroy est là. Pas le temps de souffler. Kevin, le nutritionniste de l'étude de l'INSERM, entraîne rapidement Frédéric vers leur laboratoire. Son corps doit rester chaud pour supporter la batterie de tests qui l'attend. C'est toi, là? Ouais. Sur le trône. Frédéric va recevoir une stimulation électrique qui va mécaniquement contracter son muscle. Il s'agit de connaître la force intrinsèque du muscle sans faire intervenir l'influx nerveux de la personne.
Oh, mais il y a plein de force, ces garçons, quand même. Voilà, bien relâché, c'est parfait. Frédéric était à 32 avant UTMB et donc 32 après UTMB, donc il n'y a pas eu de fatigue du mollet. Du muscle. Du muscle ou du mollet. 100 km et pas de fatigue du muscle du mollet. Exactement, ou très peu. 3, 2, 1, on y va Frédéric. Allez. Maintenant, c'est Frédéric qui va commander son muscle. Et là, la fatigue se mesure nettement. T'étais à 250 avant de courir, t'étais environ à 150. T'as perdu quand même 100 newtons de force. Ce qui signifie que l'influx nerveux de Frédéric s'est vraiment affaibli. Les techniques utilisées ici nous permettent de voir qu'au niveau musculaire, vraiment les propriétés du muscle intrinsèque ne sont pas affectées par la course. En revanche, il y a une perte de force qui est due à des facteurs nerveux. Donc c'est vraiment le système nerveux qui est limitant ici dans la production de force en fait. Par contre, le muscle, lui, fonctionne très bien. Même exercice pour le muscle de la cuisse. Là, le graphique est parlant. Les pics du haut indiquent la force du muscle quand c'est la stimulation qui commande. Les traits en dessous lorsque c'est Frédéric. L'écart entre les deux montre bien la fatigue de son système nerveux central. Bon, vous avez, je pense, bien compris le truc. Donc, ce qui s'était passé, c'était dans la première étude qu'ils avaient menée, ils n'avaient pas la stimulation transcrânienne, donc ils avaient compris en fait que c'était pas le muscle, puisqu'ils avaient, donc le système d'électrodes posé directement sur le muscle. Ça, ils savaient déjà. C'est-à-dire qu'ils savaient déjà que le muscle, lui, ne s'était pas dégradé, mais ils ne savaient pas à quel niveau ça se produisait. Et donc, entre les deux études, la première qu'ils ont fait, la deuxième, ce qu'on faisait, c'est qu'on courait avec des glaçons donc, dans la casquette, ici, parce qu'on pensait que c'était le réchauffement de la base du crâne qui provoquait en fait l'état de fatigue. Donc, on chargeait un glaçon. Et là, avec la stimulation transcrânienne, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ça se passe, la fabrication de la fatigue se passe dans le cerveau avant la zone motrice. Donc, à l'intérieur du cerveau, même pas dans les voies basses du cerveau, mais vraiment déjà dans la zone motrice. Donc, c'est vraiment une fabrication qui est à l'intérieur du cerveau, donc sur laquelle on peut peut-être agir mentalement, qui est aussi une émotion. Alors maintenant, on va voir avec Joe Dispenza, qui est un neuroscientifique de Hawaï, de l'université Kantuma Hawaï, et qui lui a analysé plusieurs milliers d'IRM cérébro-fonctionnels. Et ce qu'il a démontré, je vais le faire assez vite parce que on est un petit peu en retard. Et ce qu'il a démontré, en fait, c'est que dans toute politique de changement, pour pouvoir avoir un changement qui est durable, il faut que 4 zones cérébrales soient impliquées. Donc, il faut que l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, le système émotionnel, le système limbique et le cervelet, donc une partie du reptilien, soient stimulés simultanément dans le même objectif. C'est-à-dire qu'il faut que la stimulation soit simultanée et que tout le monde veuille aller au même endroit. D'accord ? Et ça, c'est les conditions du changement. D'accord ? Ce qui se passe quand il manque un de ces critères, et c'est souvent là qu'on a des échecs dans les politiques de changement, y compris quand on veut changer notre état de fatigue, c'est qu'on oublie une zone, on oublie d'embarquer soit le cervelet, soit le limbique. Donc, on a des émotions qui ne sont pas terribles et puis on y va à contre-cœur. Donc, le limbique, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en résistance. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On est habitué, en tant que bon être humain, à fabriquer de la volonté pour pouvoir contredire cette résistance. Donc, la volonté, le problème, c'est que ça consomme énormément d'énergie, que ça ne tient pas longtemps. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir des outils qui permettent de solliciter simultanément ces 4 zones dans le même objectif. Donc, je vais vous donner un cas concret. Alors, c'est un outil que j'ai appelé Jogging Team, parce que dedans, il y a jogging, il y a team, je trouve ça sympa.
Et en même temps, c'est Joe Dispenza, Guillaume Millet et Tim Knox. Donc voilà, je trouve ça rigolo. Et donc, l'idée, c'est de répondre, de proposer un outil qui va parler le langage de chaque zone cérébrale concernée. C'est-à-dire que l'hémisphère droit, lui, c'est le rêve, c'est l'imaginaire. Donc, ce qu'il va lui falloir, c'est une image mentale. Donc, une image mentale qui va aller vers ce qu'on veut obtenir. D'accord? Donc, si par exemple, ce que je veux, c'est courir comme un lapin ou alléger ma foulée, je peux très bien mettre des ballons, des gonflés d'hydrogène qui me tirent vers le haut et ressentir cette légèreté. D'accord? L'hémisphère gauche, lui, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir un plan d'action. C'est-à-dire que l'hémisphère gauche, lui, il est structurel, il est analytique. Et ce qu'il veut, c'est avoir un plan d'action. Donc, à partir du moment où on s'est dit, je vais faire comme ça, je vais utiliser ça, je vais provoquer ça, etc., on a un plan d'action. Le système émotionnel, lui, ce qu'il va avoir besoin, c'est d'avoir une respiration. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va respirer de manière différente et on va lui offrir la possibilité de changer d'émotion en changeant la respiration, en la déconnectant du système nerveux autonome. Et le reptilien, lui, le cervelet, il comprend qu'une chose, c'est la gestuelle. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une gestuelle qui est associée à l'exercice. Alors, pour vous donner mon outil, donc là, vous avez en fait les bases de l'outil que vous pouvez adapter et que vous pouvez tester. Et cet outil-là, croyez-moi qu'il est transversal et je l'utilise très souvent. Et pour l'instant, j'ai que des bons retours dessus. Et si vous avez des remarques et tout, je suis preneur parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. Et je vais vous donner comment je gère moi la fatigue quand je fais des défis de longue durée, avant que la fatigue devienne centrale, avant qu'elle devienne gênante. Ce que je fais, c'est que régulièrement, donc je mets mon joint team en place. Et donc pour ça, donc ce que je fais, c'est que selon le terrain, je vais choisir en fait le rythme de ma respiration. Donc je fais soit du 2-2, du 3-2, du 3-3, du 4-4, c'est-à-dire que 4 pas d'inspire, 4 pas d'expire pour du 4-4. Du 2-2, c'est 2 pas d'inspire, 3 pas d'expire. Si par exemple j'ai besoin de me dynamiser en descente, je vais plutôt faire du 4-1, c'est-à-dire 4 pas d'inspiration et une expiration courte et violente pour stimuler la production d'adrénaline. Donc là, en fait, la respiration, elle va être selon le terrain. Donc ça, c'est la seule variable en fait qu'il y a dans cet outil-là, qui est due au terrain et à l'état que je souhaite provoquer. Et donc j'ai ma respiration, je peux en suivre. Donc mon plan d'action, c'est de rythmer mes pas et également comme image mentale, ce que je mets, c'est que je visualise 2 petits cœurs qui sont dans mes mains, donc comme des pompes hein, en fait. Et ce que je fais, c'est qu'à chaque pas, je vais presser avec mes mains, avec la main gauche et la main droite, je vais les refermer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais voir le sang qui va affluer dans la zone motrice. Donc là où je pense qu'on peut agir sur la fatigue, hein, la croyance que j'ai qu'on peut agir sur la fatigue sur cette zone-là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais presser ces petits cœurs pendant 5 minutes en rythmant ma respiration, en fait, en bloquant l'attention sur cet outil. Donc là, je stimule toutes mes zones cérébrales dans le même objectif. Le reptilien est impliqué par le mouvement de mes doigts, le limbique par ma respiration. J'ai l'image mentale du sang que j'envoie dans mon cerveau et j'ai ma méthode. Donc les 4 zones sont stimulées simultanément dans le même objectif. Donc j'ai aucune raison que ça ne fonctionne pas et ça fonctionne. Et le dernier petit truc que je voulais vous montrer, comme ça je vais finir à l'heure, c'est parfait. C'est la gestion du sommeil. Donc pour avoir une récupération optimale, déjà c'est dormir dans des bonnes conditions, en étant sûr qu'on va
qu'on va pouvoir se réveiller. C'est-à-dire que si on dort, par exemple, si vous êtes dans le train et que vous n'avez pas d'alarme, vous n'êtes pas sûr de l'heure à laquelle vous allez arriver, si vous vous endormez, vous n'allez pas pouvoir entrer dans un cycle profond parce qu'il y aura une petite veilleuse à l'intérieur de vous qui va se réveiller à chaque arrêt. Donc ça ne donne pas un sommeil de qualité. De respecter les cycles, c'est-à-dire que si on fait un cycle court, ben, en général c'est plutôt une demi-heure, un cycle long c'est plutôt 1h30, avec donc une phase de sommeil paradoxal. Mais essayez de ne pas dormir par exemple 1 heure parce que c'est compliqué. Enfin, après c'est personnel, mais en général c'est plutôt 1h30, 1h45 le cycle de sommeil. Et ensuite, ben, si on veut être efficace, c'est être très dynamique au réveil. Et pour ça, il faut avoir prévu avant de s'endormir ce qu'on va faire quand on se réveille. Moi, dans les gens que je coach, il y a beaucoup de gens qui perdent énormément de temps au ravitaillement. Et quand on leur dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es resté 4 heures avant ce ravitaillement. Et en fait, ils ont dormi 1 heure. Et puis, quand ils ont coupé leur sommeil au milieu en dormant 1 heure, ben, ils ont traîné au ravitaillement. Ils se sont refroidis pendant 2 heures derrière où ils ont remangé, etc. Et ils ont perdu 4 heures alors qu'ils ont dormi qu'1 heure. Alors que s'ils avaient programmé leur sommeil, l'arrêt pour 1h30 de sommeil, il dure 2 heures maximum. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je vais vous laisser la parole. Pascal? Je vais remettre mon… Oui. Oui, c'est Jérôme. C'était juste sur ta dernière diapo, sur le sommeil. Ouais. Là, c'était le 3e point, c'était le temps d'endormissement. J'ai zappé. Ouais. C'est quoi en fait? C'est-à-dire, tu essayes de dormir au moment où tu as sommeil, c'est ça le temps d'endormissement? Non, le temps d'endormissement, c'est s'endormir le plus vite possible. C'est-à-dire que quand tu arrives, même si tu as sommeil, l'organisme est quand même dans un état d'activation qui est quand même élevé. Et l'idée, c'est que quand tu arrives pendant sur l'ultra, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par t'alimenter pour pouvoir digérer pendant le sommeil et pas digérer pendant que tu cours. Donc, c'est l'occasion de manger un petit peu. Et ça baisse ton activation. Pardon ? Ça baisse ton activation pendant que tu manges, en fait. Voilà. Donc, pendant que tu manges, ce que tu vas faire, c'est que déjà, tu vas calmer la mastication. C'est-à-dire que tu vas prendre le temps de mâcher pour déjà ne pas envoyer des gros morceaux dans l'estomac et que l'estomac ne travaille pas pendant le sommeil qui perturbe le sommeil. Donc là, déjà, tu vas commencer par mâcher et par prendre conscience de ta mastication. Donc, tu mâches de plus en plus doucement. Tu bailles. C'est-à-dire que là, comme ça. Donc là, déjà, tu prépares ton corps à s'endormir. Hein. Tu forces, hein, tu reproduis les gestes du bâillement. Hein. Le corps, au bout d'un moment, il devient l'esprit. Hein, il est habitué à certaines choses. Au bout de 30 ans, en fait, on ne manque plus grand-chose. Et en fait, le corps, lui, par la gestuelle, il va pouvoir stimuler certaines choses de manière autonome. Et ensuite, quand tu vas te coucher, ce que tu fais, c'est qu'on dit, tu sais, il faut compter les moutons. Moi, ce que je fais, c'est que je compte les respirations. Donc, je compte 4 respirations. Et donc, je me centre sur ma respiration. Et donc, il y a des fois où je perds le fil, parce que je suis encore trop actif, donc je reviens à mon compte. Donc, c'est le vagabondage mental en méditation, hein, on fait revenir l'attention sur ce qu'on est en train de faire, d'où l'intérêt des méditations guidées au début. Donc là, voilà. Et puis là, moi, je sais que je m'endors au bout de 30 secondes sur un format de plusieurs jours. Je commence à dormir au bout de 42 heures et en général, au bout de 30 secondes, je m'endors. Et une fois que je m'endors, en fait, l'ostéo, il me manipule et il me draine. Et ça permet de gagner du temps. Voilà. Et après, sur les temps de sommeil en ultra, si tu veux, la grosse différence pour moi, c'est les hallucinations. C'est-à-dire que si c'est juste un repos corporel, c'est-à-dire une fatigue, l'endormissement, c'est un sommeil d'une demi-heure. Si les hallucinations sont trop présentes, qu'on commence à être dans un dessin animé et tout ça, là, il faut carrément dormir 1h30 pour faire une phase de sommeil paradoxal. Et encore que sur ma dernière traversée, où j'avais bossé mentalement là-dessus et où j'avais travaillé en auto-hypnose là-dessus, alors je ne l'ai pas encore bien décortiqué, mais je suis arrivé à rêver dans la première phase de sommeil. C'est-à-dire qu'en faisant les rêves éveillés en auto-hypnose,
Donc, juste à la phase d'endormissement, en bossant sur les rêves éveillés, je suis arrivé, je pense, à basculer, à faire venir la phase de sommeil paradoxal avant. Mais je ne l'ai pas mesuré, il faudrait que je retourne là au CHU à Toulon pour qu'on fasse un test et que je me mette dans la même disposition. Ok, merci Pascal. Ouais. Donc je crois que Jérôme est en réunion. Je ne sais pas si on clôture ou si. Est-ce que vous avez encore des questions ou des échanges? Non, je suis là, Pascal. Je suis là et j'ai suivi une bonne partie de la conférence. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant. Merci. J'ai une question, moi, du coup, que j'ai notée là sur la fin, sur les dernières études, entre autres, je crois que du Sud-Africain, qui met en lumière que vraisemblablement la question de la fatigue serait d'ordre émotionnel. Est-ce qu'il fait également le parallèle dans cette étude avec la question de douleur et douleur chronique également? Alors non, non, il n'a pas travaillé Tinox, il a pas, à mon sens, il n'a pas fait de lien avec la douleur. En fait, ce qu'il dit, c'est pas que la fatigue est une émotion. Ce qu'il dit, c'est que la fatigue a le même mécanisme qu'une émotion. C'est-à-dire qu'elle serait logée, si tu veux, à peu près dans la même zone cérébrale, donc plutôt dans la limbique, et qu'en fait, que c'est une interprétation du cerveau. Donc, elle est liée à la fois aux pensées qu'on peut avoir, mais aussi à des faits réels et à des phénomènes inconscients qui ont été ancrés. Et c'est pour ça que, si tu veux, la chose vraiment, la grosse erreur qu'on fait quand on s'entraîne et qu'on veut justement passer des caps de fatigue, c'est d'aller toujours dans la limite qui va faire enregistrer au cerveau qu'il est arrivé à la limite. Donc, il va enregistrer des expériences où il est arrivé au bout et il va bloquer. De la même manière que les gens qui vont s'entraîner toujours 1 heure et qui vont arriver sur une épreuve de 2 heures, au bout d'1 heure, ils vont être fatigués parce qu'en fait, ils ne sont pas habitués. Ouais, pour le coup, ça, c'est ça ouvre une sacrée révolution de l'entraînement d'un point de vue physiologique, pour le coup. Ah ouais, tout à fait. Mais les phénomènes d'entraînement, en fait, la conception de l'entraînement telle qu'elle est maintenant, ça date de 1850. Les bases, et il y a encore des formations où on parle d'acide lactique qui est responsable des problèmes de l'effort, alors qu'on sait parfaitement que c'est un carburant du muscle et qu'en fait, on a fait une grosse erreur quand on a arrêté de faire courir les gens et qu'on a fait des biopsies et qu'on a mesuré l'acide lactique et on s'est dit tiens, c'est le déchet, c'est le problème. Non, c'est pas le déchet, c'est le carburant. Et maintenant, on se rend compte que on entraîne encore des sportifs avec le mythe de l'acide lactique. On entend encore. Oui, Jacques? Ton micro est coupé. Oui, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Là, c'est pas le préparateur mental qui parle, c'est l'athlète que j'étais, le coureur de 400. Et c'est vrai qu'on a toujours eu peur de cette fameuse dernière ligne droite. Et moi, personnellement, vu mon expérience, j'ai eu tellement peur qu'on s'est mis à travailler encore beaucoup plus la musculation. On a travaillé justement cette limite avec l'acide lactique. À cette époque, on disait effectivement que c'était quelque chose qu'il fallait absolument lutter. Et c'est bien après qu'on a compris que c'était plus, je dirais, un déterminant de la performance, qu'il fallait en faire justement un marqueur, une référence. Et du coup, ça n'a pas porté ses fruits. Et il a fallu que je change complètement de méthode en m'orientant beaucoup plus sur le mental. Il a suffi que je rencontre quelqu'un qui m'apprenne à utiliser mon mental, c'est-à-dire à focaliser mon attention sur autre chose que mon corps, que cette fatigue, que cette fameuse ligne droite avec tout ce qui était ancré, ressenti depuis longtemps, et focaliser uniquement sur la ligne droite, sur le tracé de la ligne droite qui rentre dans cette dernière ligne droite. Et voilà que je parvenais à beaucoup plus
focaliser mon attention sur quelque chose de précis et avoir le contrôle par la suite et baisser mon épaule de façon kinesthésique, reprendre la respiration et sentir qu'à la fin qu'il y a une droite me paraissait beaucoup plus facile. Et je passais, vas-y, et c'était beaucoup plus facile de passer par la suite en moins de 33 secondes sans ressentir justement cette barrière, cette fatigue. Et pour finir, tu as raison de dire que il ne suffit pas simplement d'être à l'écoute de son corps, mais il faudrait que justement qu'on amène ce corps à répondre justement à des moments bien précis de la performance. Merci en tout cas. Bien sûr. Si tu veux, l'inconscient, lui, il est brillant et il réagit de manière automatisée. Donc, il réagit en fonction de ce qu'il a compris des choses. Et des fois, où il se plante. Et quand il se plante, en fait, ben, il faut le réorienter. Et là, dans le phénomène que tu décris, là, sur un 400, en fait, le phénomène, il est simple et il est connu maintenant. Si tu veux, tu vas partir, donc tu pars sur un effort qui est maximal. Donc, ce qui va se passer, c'est que ton champ attentionnel, il est plutôt sur la concurrence. Donc, toi, tu es dissocié de ton corps, alors que là, quand tu fais de la préparation mentale, tu te réassocies et tu t'occupes de ce qui se passe dans ton corps. Et c'est ça qui est intéressant. Mais ce qui se passe, le phénomène physiologique, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a plus assez de sang. Il y a trop de sang qui part dans les jambes, mais il n'y a plus assez de sang pour vasculariser le cœur, les poumons et les organes vitaux et le cerveau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toutes les artères qui sont dans les jambes, elles se resserrent pour pouvoir renvoyer du sang dans les organes nobles. Et là, ben, d'un coup, tu n'as plus de jambes. Mais l'acide lactique n'a rien à voir là-dedans. Et justement, si tu veux, à ce moment-là, tu es sur le cycle où tu consommes de l'acide lactique. Donc là, on mesure de l'acide lactique. Mais c'est le carburant du muscle et ce n'est pas le problème. En effet, pour illustrer ça, et quand je faisais des contre-performances, je sentais beaucoup plus de fatigue, mais c'était de la fatigue émotionnelle. Alors qu'une performance réussie, c'était bien sûr une fatigue, parce qu'elle était saine en tout cas, mais cette émotion, elle amenait forcément une autre perception. Et tu vois, quand tu prépares ton mental à la dernière ligne droite, en fait, tu envoies le message à ton inconscient qu'en fait, c'est la dernière ligne droite qui est importante. Donc, ce qui est important, c'est de garder. Donc, en fait, tu lui donnes, si tu veux, tu lui donnes les bases de pouvoir, donc par les ressentis, programmer les choses. Même si l'inconscient ne peut pas programmer, mais si tu veux, par la répétition de ce travail-là, tu vas ancrer de nouvelles expériences qui vont faire que l'important, c'est la dernière ligne droite. C'est ça. Si tu ne fais pas ce travail-là, qu'est-ce qui se passe? Mentalement, tu sais que la dernière ligne droite elle est problématique, tu réveilles les phénomènes de peur à l'intérieur de toi et le reptilien, donc le bas du cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque, il dit oh là, on se remet en danger, bon, on va fermer les artères dans les jambes et on va se remettre en sécurité. Et là, du coup, tu te retrouves avec l'effet inverse de ce que tu souhaites. Et ça, je te dis, c'est encore enseigné dans des formations d'entraîneurs. On parle encore de l'acide lactique, tu as encore des commentateurs athées. Alors, ça fait plus de 10 ans qu'on s'est rendu compte que c'était une erreur.